Donc je vais vous parler de la relation de soins. La relation de soins en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer présente certaines particularités, puisqu'au début de la maladie, c'est une rencontre singulière entre un médecin et son patient. Puis avec l'aggravation des symptômes et la perte d'autonomie, la relation se complexifie en intégrant successivement l'entourage familial, les soignants et toutes les personnes qui vont s'impliquer aux côtés de la personne malade. Cette relation de soins soulève des questions éthiques, car elle nous confronte à des conflits de valeurs et d'intérêts, comme toute relation humaine. Afin d'essayer d'illustrer cela, je vais prendre l'exemple de Monsieur L. Monsieur L est un ingénieur à la retraite âgé de 71 ans qui a exercé pendant près de 40 ans un poste à très haute responsabilité dans l'industrie aéronautique. Il vit désormais en compagnie de son épouse dans une banlieue prospère de la région parisienne. Ils ont 3 enfants, 2 filles et un fils. La fille aînée est partie vivre en Australie et la plus jeune, encore célibataire, vit comme son frère à proximité du domicile de ses parents. Monsieur L a toujours bénéficié d'une excellente santé, mais il y a environ 3 ans, il a vu son état décliner. Son épouse, alertée par des troubles inhabituels de la mémoire et du comportement, en a informé le docteur G, leur médecin traitant, qui, après avoir fait réaliser toutes les investigations nécessaires, a confirmé sa suspicion de maladie d'Alzheimer. La femme de Monsieur L en a aussitôt été avisée, mais d'un commun accord, ils ont préféré taire le diagnostic à l'intéressé, pensant qu'il ne se remettrait jamais d'une si mauvaise nouvelle. Les symptômes lui ont donc été présentés comme des problèmes de mémoire liés à son âge. Au début, le suivi se faisait au cabinet du généraliste, en présence de Madame L. Mais voilà qu'après quelques mois, la santé de Madame L s'était fortement dégradée. Le docteur G, pourtant reconnu pour son sérieux et sa vigilance, n'avait pas vu venir l'état d'épuisement de la femme de son patient. Désormais, c'est Nadège, la Benjamine, qui accompagne son père en consultation. Le choix s'est porté naturellement vers elle, car elle vit à proximité du domicile parental et, étant célibataire, c'est forcément la plus disponible des enfants. Pendant la consultation, le père est assez distant et c'est la fille qui mène la conversation. Il faut dire que leurs relations ne sont pas très bonnes. Cela résulte d'événements du passé qui n'ont jamais été vraiment digérés. On peut même dire que le père ressent une certaine gêne quand il s'agit d'évoquer des questions un peu intimes en présence de sa fille, comme par exemple ses difficultés urinaires. À ce propos, le retentissement sur sa vie de tous les jours avait été tel qu'il avait fallu réaliser des examens complémentaires, et ces derniers avaient malheureusement mis en évidence un cancer de la prostate. Ce jour-là, la famille s'était vivement opposée à ce que le diagnostic lui soit communiqué, sa maladie d'Alzheimer rendant déjà sa vie suffisamment douloureuse comme cela. Régulièrement, le docteur G est contacté par la fille aînée de Monsieur L, celle qui est partie vivre en Australie. Elle l'appelle pour avoir les dernières nouvelles de son père. Le médecin vit très mal cette situation, car il est déchiré entre, d'une part, répondre à l'inquiétude légitime d'un enfant, et d'autre part, respecter le secret médical qui le lie à son patient. De plus en plus, Monsieur L a le sentiment d'être écarté des prises de décision qui le concernent. Cela a commencé quand, à la demande de sa famille, le médecin a mis en place des aides à domicile, malgré son opposition ferme. Puis, cela a continué quand il lui a fallu se rendre en accueil de jour thérapeutique, ce qu'il avait jusque-là toujours refusé. Le seul véritable espace de liberté qui lui reste, c'est sa voiture. Malheureusement, ses enfants en ont décidé autrement. En effet, devant les mises en garde du docteur G concernant un risque éventuel d'accident, ils ont décidé de la lui retirer. Au domicile, la situation est de plus en plus tendue, car Nadège, la Benjamine, est très remontée contre les soignants. Leurs horaires de passage ne sont pas adaptés, les équipes ne sont jamais les mêmes, et il n'y a plus d'espace d'intimité. Dans ce climat tendu, les enfants de Monsieur L font de plus en plus appel au docteur G. C'est d'autant plus difficile à vivre pour lui que son activité ne fait qu'augmenter depuis le départ en retraite de son associé. Ces semaines faisaient déjà plus de 50 heures, et cela ne semble pas près de s'arranger. Les relations entre le médecin et la famille sont assez conflictuelles. On dit de lui qu'il expédie les visites à domicile et qu'il survole les plaintes de son patient, qu'on ne peut jamais le contacter quand on cherche à le joindre et qu'il rechigne toujours à signer les papiers pourtant si importants pour obtenir les aides. Le docteur G se souvient combien d'efforts de négociation il avait fallu fournir
le jour où il avait décidé d'arrêter un médicament prescrit par son confrère gériatre, mais responsable de nombreuses chutes au domicile. Il faut reconnaître que le docteur G se sent parfois un peu désarmé. Il doit tout coordonner, les aides à domicile, les relations avec ses confrères spécialistes, celles avec la famille, et puis tout ça, c'est un temps qui ne lui est même pas rémunéré. Il y a 15 jours, c'est le concierge en personne qui est venu le trouver à son cabinet. Les voisins n'en peuvent plus. Monsieur L a une gazinière et ils sont persuadés qu'un jour ou l'autre, il fera tout exploser. À ce stade, la situation est devenue difficile à gérer et on voit bien que Monsieur L est en souffrance. Il faut donc commencer à penser à un établissement d'accueil et le docteur G a donné à Madame L toute une liste de structures susceptibles de pouvoir accueillir son mari. Elle en a encore visité une ce matin. Il est vrai que l'établissement a l'air vraiment très bien, si ce n'est qu'il est assez éloigné de son domicile. Une fois la visite terminée, le directeur est arrivé en trombe. « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nos délais d'attente sont généralement très longs, mais il se trouve qu'une place vient tout juste de se libérer et nous pourrons héberger votre mari dès la semaine prochaine. » Madame L n'a plus que 3 jours pour se décider. À ce stade de mon exposé, je dois vous préciser que Monsieur L n'a jamais existé. En revanche, ce cas clinique réunit différentes situations que j'ai moi-même rencontrées ou que l'on m'a rapportées. Je suis d'ailleurs certain que beaucoup d'entre vous auront reconnu des situations familières. On voit à travers cet exemple toute la complexité de la relation de soins dans le cas de la maladie d'Alzheimer. En effet, que ce soit le médecin traitant, la personne malade ou encore l'entourage familial, chacun a une réalité très différente de celle des autres. Le médecin souhaite le meilleur pour son patient, mais se sent parfois désarmé devant des situations qu'il n'arrive plus à gérer, mais qu'il faut lui assumer tout en étant confronté aux difficultés de l'exercice médical au quotidien. La personne malade est consciente de tous les efforts que l'on fait pour elle, mais elle veut malgré tout continuer à décider et être respectée. Elle souhaite garder le contrôle de sa prise en charge. L'aidant, quant à lui, doit parvenir à trouver sa place entre les deux, tout en surmontant dans le même temps sa douleur et ses éventuelles faiblesses. Il est intéressant d'analyser ces interactions complexes en se plaçant successivement du point de vue de chacun, médecin, patient ou aidant. De cette confrontation naît une vérité bien plus proche de la réalité. Ce changement de regard, je dois dire que je l'ai moi-même expérimenté en accompagnant un proche concerné par la maladie. J'ai ainsi pu constater que ce changement de position du médecin vers l'aidant permet une prise de recul qui aide à mieux comprendre le lien complexe entre soignants, famille et personnes malades. On voit bien que lorsque les difficultés du quotidien viennent perturber le bon fonctionnement de la relation de soins, au final, c'est la personne malade qui en subit les conséquences. Les solutions trouvées dans l'urgence et la précipitation relèvent alors souvent du bricolage. À l'extrême, l'échec de la relation de soins entraînera une entrée précoce en institution sans qu'aucun retour en arrière ne soit envisageable. Ainsi, dans l'intérêt du patient, il faut réussir à surmonter les difficultés qui viennent à gripper la relation de soins et mettre en place ce que l'on pourrait appeler une alliance thérapeutique au service de la personne malade. Alliance indispensable à la qualité et l'efficience de la prise en charge. La question sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir étant centrale, elle a été abordée à l'occasion de nombreux colloques et groupes de réflexion. À partir de ces différents travaux, on peut dessiner le contour d'une relation de soins qui serait idéale et permettrait d'éviter nombre des écueils que j'ai voulu mettre en évidence dans mon exemple d'introduction. Cette alliance repose sur 6 notions clés que sont la confiance, le respect, la communication, l'anticipation, le pragmatisme, la tolérance. La confiance. Tenir un discours de vérité. En l'absence de refus préalablement exprimé par le patient, le médecin a le devoir de l'informer. Cela concerne l'annonce du diagnostic, mais aussi la survenue éventuelle d'une autre maladie grave. Toutes les précautions nécessaires devront bien sûr entourer l'information du patient. Respecter le secret médical. Sur le terrain, cela s'avère souvent très compliqué. Par exemple, lors du suivi d'un couple aidant malade d'Alzheimer, comment informer l'autre sans rompre le secret qui nous lie, comment informer l'un sans rompre le secret qui nous lie à l'autre? En pratique, on doit réussir à écouter, rassurer ou soutenir la famille sans violer la confidentialité due au patient. Reconnaître la légitimité de chacun. Les conflits naissent souvent de la non-reconnaissance de la légitimité des uns par les autres. La légitimité du médecin traitant lors des périodes de tension ou de doute, la légitimité de la personne malade quand il faut prendre une décision, ou encore la légitimité de l'aidant quand son implication émotionnelle très forte remet en cause sa solidité.
Le respect. Rechercher systématiquement le consentement du patient. On doit prendre en compte les refus du patient, ses demandes et respecter ses décisions. Il ne faut pas laisser l'aidant tout décider à la place de la personne malade. Respecter son intimité, cela peut se faire en prévoyant un temps par exemple pendant la consultation, où le médecin et le patient seront seul à seul, ou si des questions un peu intimes ont besoin d'être abordées. Respecter ses libertés. Si l'on reprend la question de la conduite automobile que nous avons abordée dans notre exemple, on doit veiller à éviter toute décision autoritaire d'emblée. Le médecin doit informer précocement le patient et sa famille des risques encourus et inciter son patient à arrêter de conduire. Il peut aussi lui conseiller de passer devant la commission départementale médicale du permis de conduire. À la suite de ces démarches, la décision de la poursuite ou non de la conduite automobile pourra être envisagée avec lui. Prendre en compte les équilibres familiaux en place. Le médecin doit veiller à rencontrer les membres de l'entourage selon un ordre hiérarchique correspondant aux différentes strates que le patient a progressivement mis en place autour de lui. Autrement dit, on ne convoquera pas les enfants du patient sans au préalable avoir reçu le patient et son épouse ensemble dans un bureau. La communication. Ne pas occulter la parole de la personne malade. Effectivement, il faut lui restituer la parole et l'expression. Cela peut se faire grâce à l'ensemble des aspects non médicamenteux de la prise en charge, comme la musicothérapie, les techniques de relaxation, l'art-thérapie dont on a parlé ce matin, ou encore les soins corporels agréables, qui, en restituant la parole et l'expression au patient, vont permettre de le replacer au centre de sa prise en charge. Créer un climat propice aux échanges. Pour cela, on peut utiliser des techniques d'entretien qui vont favoriser le dialogue, comme la reformulation, le recours à des questions ouvertes, la spécification ou le reflet des propos. Planifier un temps d'écoute pour les aidants. L'aidant est en permanence déchiré entre, d'une part, souligner le handicap de son proche et d'autre part, fournir au médecin une information qui va lui être utile à la prise en charge. Il faut donc réussir à déculpabiliser l'aidant pour qu'il se sente libre d'échanger avec le médecin en toute confiance. Il faut promouvoir la tenue de réunions multidisciplinaires autour du patient et également favoriser les échanges entre les professionnels de santé et les associations de familles et de malades. Je pense par exemple à des actions comme les cafés Alzheimer, mais c'est aussi le cas d'un congrès comme celui qui nous réunit aujourd'hui. On visera aussi à développer le lien ville-hôpital, c'est un point qui me paraît très important aussi. L'anticipation. Anticiper et gérer les conflits. Il faut savoir repérer les situations à risque, ce qu'on réussira d'autant mieux que l'on aura bénéficié d'une formation adéquate. Et si le conflit, malgré tout, survient, le rôle du médecin se limitera à conseiller la communication et les échanges au sein de la famille pour que les décisions soient prises en commun. Prenons l'exemple de la mise en place des aides à domicile. Les conseils du médecin envers l'aidant vont être déterminants pour éviter l'apparition d'éventuels problèmes. Par exemple, il faut lui dire que s'il y a des choses qui le choquent, il doit essayer de conserver son calme, ne pas en discuter avec les intervenants devant son proche, mais le faire à la fin de leur intervention. Enfin, après quelques semaines, il est conseillé de faire le point tous ensemble, médecin, entourage familial et intervenants extérieurs, pour évaluer ce qu'ont apporté les mesures mises en place et décider ou non de leur éventuelle poursuite. Demander au patient de désigner sa personne de confiance, on évite ainsi l'autodésignation de l'aidant principal et le risque inhérent d'existence d'un conflit d'intérêts avec le patient, ce qui peut arriver. Lui proposer de rédiger ses directives anticipées et d'établir un mandat de protection future, savoir faire appel aux structures de répit comme les accueils de jour et les établissements d'hébergement temporaire. Et enfin, il est important d'évaluer l'épuisement de l'aidant. Le médecin doit rechercher des facteurs prédictifs d'épuisement car il n'est pas toujours évident pour l'aidant de se rendre compte de ses limites et de son niveau d'épuisement. Cela permet de préserver son état de santé et d'évaluer les aides dont il va avoir besoin. Le pragmatisme. Partir des difficultés du quotidien pour proposer des solutions qui ne soient pas vaines et inapplicables. C'est tout l'intérêt des enquêtes de terrain qui font ressortir les difficultés rencontrées au quotidien. Il faut savoir aussi orienter vers des structures et des réseaux adaptés, que sont les réseaux de coordination gérontologique, les CLIC, les MAIA, les associations de malades et de familles, et rémunérer correctement les différents intervenants. Si l'on prend l'exemple du médecin traitant, il passe beaucoup de temps à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement, en lien étroit avec les aidants, à coordonner l'action des différents intervenants ou à organiser des réunions pluridisciplinaires autour du patient, mais c'est un temps qui ne lui est pas rémunéré. La tolérance.
faire comprendre les difficultés rencontrées par le malade pour aider à mieux appréhender la réalité de sa maladie. Je citerai simplement cette phrase de Claude Bernard, biologiste et professeur de médecine au Collège de France. « C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. » Il faut valoriser les métiers des acteurs de la prise en charge, reconnaître un véritable statut d'aidant et impliquer la société dans son ensemble, car les enjeux relatifs à la relation de soins, qu'ils soient éthiques, politiques ou économiques, dépassent de très loin les seuls acteurs de la prise en charge et concernent la société dans son ensemble. En conclusion, comme nous l'avons vu, la relation de soins dans la maladie d'Alzheimer doit composer en permanence entre l'envie évidente de bien faire et la confrontation aux difficultés de la vie de tous les jours. Les facteurs de dissension entre soignants, personnes malades et entourage sont nombreux et commencent à être bien identifiés grâce aux études de terrain qui donnent la parole à chacun, permettant ainsi d'accéder au plus près de leurs difficultés. La compréhension des mécanismes complexes qui viennent altérer cette relation de soins permet non pas de disposer d'une boîte à outils qui résoudrait toutes les difficultés que l'on pourrait rencontrer, mais permet d'envisager un modèle de relation de soins idéal que l'on a appelé l'alliance thérapeutique. Parmi les piliers sur lesquels elle repose, on trouve la confiance, le respect, la communication, le pragmatisme, la tolérance. On reconnaît dans cette approche de la relation de soins les caractéristiques d'une démarche éthique qui entend prendre en compte le patient dans sa globalité, en s'adaptant à ses spécificités et sans jamais nier son identité. Ainsi, ce que l'on a appelé l'alliance thérapeutique est finalement une approche éthique de la relation médecin-patient-aidant. Cette recherche d'un positionnement éthique doit bien sûr relever de tous les acteurs de la prise en charge, mais la relation de soins s'inscrivant dans un tissu social bien plus large, elle doit concerner de fait la société dans son ensemble. Je vous remercie pour votre attention.